Bonjour à tous. Alors, sans plus tarder, je vais inviter nos panélistes de la table ronde institutionnelle à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Jérémy Catidjo-Monnier, membre du gouvernement, chargé de la transition écologique et du changement climatique. Madame Catherine Riss, présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur Victor Tutugoro, vice-président de la province Nord. Et Madame Annelise Young, consul général d'Australie en Nouvelle-Calédonie. Bonjour à tous. Alors, Monsieur Catidjo-Monnier, c'est à vous que je m'adresse en premier lieu. Fin 2023, la Nouvelle-Calédonie n'avait ni Forum calédonien du changement climatique, ni stratégie d'adaptation. Qu'en est-il un an et demi après? Il faut allumer. Merci. Merci pour cette question. Bonjour à toutes et tous. Oui, l'année dernière, donc le premier forum calédonien du changement climatique s'était tenu aux portes de la jeunesse aussi, devant le lycée de Grand Nouméa, au Régine Cinéma, à Dambéa. C'était pour nous l'occasion de mobiliser l'ensemble des forces calédoniennes, de la science, du monde économique, la jeunesse bien sûr, les associations, le monde environnemental au sens large, mais aussi toutes les institutions. Et je remercie la province Nord qui est toujours avec nous, l'UVA qui a été aussi présent l'année dernière, qui est aussi avec nous, les maires qui sont ici représentés aujourd'hui, pour qu'à toutes les échelles, nous ayons chacun dans ses compétences une feuille de route qui puisse être partagée avec un cadre reconnu au niveau international. Et cela nous sert, cette stratégie calédonienne, votre stratégie calédonienne, qui a été construite grâce à vos contributions émises lors du premier forum, à donc construire cette feuille de route pour les prochaines années, validée par le Congrès. Et je tiens encore à vous remercier toutes et tous, parce que je reconnais beaucoup de visages qui ont participé. Donc c'est pour nous aujourd'hui une stratégie, c'était pas une fin en soi, c'était surtout une feuille de route qui nous rassemble tous et toutes. L'objectif étant maintenant de le rendre applicable avec un plan d'action et des vulnérabilités qui sont en cours de travail. Et c'est grâce au projet Eclipsa, avec l'assistance de l'AFD et d'experts calédoniens dans différents domaines, que nous allons trouver ensemble les priorités pour que chacun ait du gouvernement pour les actions qui sont les siennes. Et le gouvernement fournira ce travail et restituera ce travail à l'ensemble des collectivités, à l'ensemble des acteurs calédoniens qui auront participé, pour que, si elles le souhaitent, ils puissent aussi utiliser ces informations pour adapter leur stratégie et leur politique publique. Donc c'est pour ça que, comme l'a annoncé le président, après ce forum, se mettront en place le comité calédonien du changement climatique, qui rassemble les institutions, mais aussi les commissions qui rassembleront les experts. Très bien, merci. Et donc, on vient de voir un petit peu les perspectives pour la stratégie. Et est-ce que l'accord sur l'avenir institutionnel va changer quelque chose à son application? Oui, alors je ne suis pas signataire, mais comme beaucoup de Calédoniens, nous l'avons étudié ces derniers jours, et je remercie aussi au passage les juristes de l'université en droit public qui alimentent de manière constructive le débat calédonien. Oui, effectivement, avec cette novation de l'accord de Bougival sur l'auto-organisation de la Nouvelle-Calédonie, nous allons pouvoir, avec les équipes qui seront élues en mai-juin l'année prochaine, avoir cette grande responsabilité au gouvernement, mais aussi au Congrès et avec l'ensemble des acteurs politiques calédoniens, cette responsabilité de redéfinir les compétences, puisqu'il y a cette capacité d'auto-organisation qui est donc présente dans cet accord de Bougival qui sera présenté donc aux Calédoniens en février. Donc grâce à cette capacité d'auto-organisation, au travers notamment de la loi fondamentale, qui sera donc travaillée au cours de la prochaine mandature, après les prochaines élections provinciales et après validation de l'accord calédonien et par le Congrès à Versailles, nous aurons à construire donc cette nouvelle répartition des compétences. Et l'environnement
n'a pas été oublié, puisque je cite l'accord de Bourgival dans son préambule. Ce préambule, l'accord de Bougival, qui, je cite, donc, précise que la Nouvelle-Calédonie est consciente du défi climatique et de l'impératif de préserver son environnement terrestre et marin. On voit que l'environnement n'a pas été le grand oublié, comme ça a été le cas pour les accords de Matignon et de Nouméa, parce qu'en 88 et 98, le changement climatique n'était peut-être pas un sujet aussi brûlant qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, grâce à cette capacité de réformer elle-même ces institutions, nous allons pouvoir sortir d'un schéma organisationnel complexe où on a aujourd'hui 4 réglementations de l'environnement, les 3 des provinces, celle du gouvernement sur les territoires dont elle a la compétence. Donc, simplifier la possibilité, en tout cas, de simplifier cette réglementation pour avoir un code de l'environnement unique. Et ça sera le cas pour le changement climatique et ça pourrait être le cas pour d'autres secteurs. Donc on voit que l'accord de Bougival aura aussi un impact sur la simplification et la mise en œuvre de nos politiques publiques face au changement climatique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, puisqu'on parle d'avenir, c'est la jeunesse qui est particulièrement concernée. On l'a déjà dit de nombreuses fois ce matin dans les discours. C'est donc vers vous, Madame la présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, que je me tourne. Quelle peut être la place de l'enseignement supérieur et de la recherche face à la lutte contre le changement climatique ? Merci. Effectivement, je pense que la place de l'enseignement supérieur et de la recherche du monde académique de façon générale est absolument cruciale et stratégique dans à la fois la connaissance, les éléments de connaissance sur ce qu'est le changement climatique, sur ses impacts, mais aussi bien sûr sur les solutions, sur nos capacités à nous adapter, ou en tout cas les stratégies au-delà de l'atténuation, mais d'adaptation que nous avons à mettre en place. Et cela à plusieurs niveaux. Alors le plus évident, hein, vous l'avez dit, celui qui semble être le plus immédiat, c'est la formation. Au travers de la formation, ce qu'on appelle la formation initiale, donc de nos étudiants, en développant des formations qui donnent des compétences à des personnes qui auront vraiment à travailler et à prendre des décisions dans le cadre de fonctions qui nécessitent une connaissance et une maîtrise des enjeux en lien avec le changement climatique. Donc c'est ce qu'on fait en déployant des formations spécifiques, et puis mon collègue tout à l'heure en parlera plus précisément, mais aussi beaucoup plus généralement en faisant la continuité de ce qui se fait déjà dans l'enseignement même primaire, mais surtout secondaire, en donnant une connaissance qui permet d'avoir un esprit critique et d'avoir des éléments de compréhension à tous nos étudiants, quel que soit finalement à la fois leur niveau et leur domaine d'études. C'est important que, quel que soit le métier exercé demain, un juriste, un économiste, un responsable politique peut-être, et ces connaissances qui lui permettent de prendre des décisions qui soient éclairées et qui prennent en compte, hein, le président du gouvernement l'a dit, maintenant tout le sujet est transversal au niveau des directions du gouvernement, donc ça touche effectivement tous les secteurs et il y a besoin de ces compétences. C'est vrai pour les étudiants en formation initiale, mais c'est bien sûr vrai également pour les personnes qui sont déjà en emploi, qui exercent déjà des fonctions, qui exercent déjà des responsabilités et qui ont besoin d'avoir ces connaissances. Donc la mission également de l'enseignement supérieur, c'est de former ce qu'on appelle en formation continue professionnelle l'ensemble des acteurs pour qu'ils aient ces éléments de connaissances pour pouvoir prendre des décisions les plus éclairées possibles. Bien sûr, également une mission en termes de production de connaissances sur la mesure du changement climatique, sur ses impacts et sur les stratégies, et notamment au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Et là, je souligne à la force de frappe que représente le CRESICA. Le CRESICA, c'est autour de l'université 8 organismes de recherche nationaux et locaux qui allient leurs compétences, leurs moyens, leurs ressources pour travailler ensemble dans une stratégie qui est coordonnée pour produire de la connaissance et pouvoir diffuser cette connaissance en lien avec le changement climatique sur la Nouvelle-Calédonie et sur la région. Alors, il y a la production de connaissances, c'est de savoir où est-ce qu'on en est, pouvoir le mesurer, pouvoir concrètement s'appuyer sur des données scientifiques. Hein. On a parlé de la défiance qu'il pouvait y avoir sur ces questions scientifiques comme sur d'autres. Donc, c'est important d'avoir ces éléments scientifiques qui, en plus, sont locaux,
localisés le plus possible, hein, puisqu'on sait que ça participe grandement à la prise de conscience et donc aux stratégies de comportement individuel et collectif d'atténuation. Mais c'est aussi important de pouvoir diffuser ces connaissances dans des modalités qui soient accessibles au plus grand nombre. Et là, il y a aussi un effort particulier qui est fait et qui reste à faire, je pense, pour rendre les résultats et les productions de la recherche accessibles au grand public, compréhensibles et surtout utilisables. C'est comment, une fois que je sais ce qui se passe, que je suis en mesure de comprendre ce qui se passe, comment je peux le mettre en œuvre dans ma vie quotidienne et puis surtout dans mes responsabilités. Une grande responsabilité aussi de l'université de pouvoir accompagner les territoires, accompagner les politiques publiques pour faire des diagnostics territoriaux, pour pouvoir mesurer, encore une fois, des impacts à un niveau local. Je vois le temps qui passe, donc je vais arrêter. Mais j'ai déjà entamé la deuxième question, oui, donc je pense que j'ai un peu de marge. Et puis aussi le rôle que nous avons en tant qu'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, d'être exemplaire, de servir de modèle institutionnel en mettant tous en place à un moment un bilan carbone pour pouvoir mesurer notre impact, nos émissions de gaz à effet de serre et pouvoir mesurer surtout leur diminution ou leur contrôle. Donc ça, c'est également un exemple, je pense, une exemplarité que nous avons toutes et tous à avoir. À l'université, où nous accueillons près de 4000 étudiants, la sobriété doit faire partie de notre quotidien. On doit accompagner les initiatives étudiantes en ce sens. Il y a plusieurs initiatives qui sont valorisées sous forme d'engagement étudiant dans ce domaine, et ça participe, je pense, grandement à pouvoir diffuser l'ensemble de ces pratiques. Au-delà des connaissances, ce sont des pratiques à diffuser. Merci beaucoup. Alors, merci pour ce témoignage. On sent donc que c'est une question fondamentale que celle de la jeunesse, mais en attendant qu'ils terminent leurs études et prennent leurs responsabilités au sein de la société, aujourd'hui, ils se dirigent vers l'exécutif actuel. Et donc, je me tourne vers vous, Monsieur Victor Tutugoro, vice-président de la province Nord. La province Nord est très active sur la question du changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous résumer les politiques mises en place ces dernières années ? Oui, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs du Forum calédonien du changement climatique pour cette invitation à participer à cette deuxième édition. Ce forum représente une occasion précieuse de mettre en lumière les projets de recherche et les actions d'adaptation que nous menons dans les différents secteurs, ainsi que l'engagement essentiel de notre jeunesse face à cet enjeu majeur. Vous l'avez souligné, la province Nord s'est engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre le changement climatique, avec l'adoption en 2019 de son plan climat-énergie, qui a fait de notre collectivité un acteur pionnier. Ce plan s'articule autour de 5 axes stratégiques. C'est améliorer la connaissance et la prévention des risques, c'est protéger les biens et les personnes, gérer durablement la ressource en eau et intensifier la gestion des espaces naturels. Et enfin, cette démarche est soutenue par une gouvernance inclusive, impliquant toutes les directions provinciales et favorisant les échanges entre acteurs locaux à travers des espaces dédiés comme les clubs climat. Nos actions provinciales s'inscrivent en complémentarité avec la stratégie calédonienne du changement climatique, adoptée récemment par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et avec les initiatives du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Par exemple, nous renforçons le réseau de surveillance du littoral face à l'érosion croissante et accompagnons les communes volontaires dans l'élaboration de leur stratégie d'adaptation, notamment Dawa, Belep, Poneriwan, Ikawipa, Kouawa. Plusieurs projets concrets sont en cours sur notre territoire, notamment le projet Payback Plus dans la haute vallée de Kawipa, Kouawa.
qui déploie des solutions fondées sur la nature telles que l'agroforesterie et la gestion hydrologique régénérative. Sur le littoral, nous combinons des solutions grises comme les enrochements avec des initiatives de restauration naturelle, un lien avec la recherche et les associations locales. Nous préparons également une campagne LIDAR pour mieux comprendre et protéger notre littoral. La sensibilisation de notre jeunesse est une priorité avec le déploiement d'outils pédagogiques comme la fresque du climat dans les internats, ainsi que la valorisation des actions concrètes menées en interne. Enfin, la province Nord est active au sein de réseaux régionaux et internationaux, participant à des programmes européens et à des échanges sur les solutions d'adaptation. En conclusion, la province Nord est pleinement mobilisée pour relever les défis du changement climatique en conjuguant action locale, collaboration institutionnelle et engagement citoyen. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. L'action des institutions locales est donc essentielle, vous venez de le démontrer. Et cette action locale doit résonner également dans son contexte régional, mais aussi international, puisqu'il s'agit d'un problème mondial. Je me tourne donc vers vous, Madame la Consul générale d'Australie, notre grand voisin du Pacifique. Où en est la candidature de l'Australie pour l'organisation de la COP 31 en partenariat avec les pays du Pacifique? Merci beaucoup pour la question. On est toujours à fond dans notre candidature, mais ce n'est pas donné. Il faut qu'on... en fait, il y a la Turquie qui se candidate aussi, et ça a rarement arrivé. Et donc, on travaille étroitement avec le Turquie en ce moment pour voir si on pourrait arriver à une solution. Mais nous, on s'engage toujours à accueillir une COP ici en partenariat avec le Pacifique. On vous remercie chaleureusement parce que le gouvernement de la Calédonie et le gouvernement de l'État ont tous les deux fortement soutenu notre candidature. Et pour nous, c'est le moment d'entendre les voix de notre région. C'est le Pacifique qui est au premier rang aux impacts du changement climatique. Donc, c'est à nous de montrer au monde notre voix, notre solidarité, pourquoi c'est important de lutter contre le changement climatique. Et je dois ajouter d'ailleurs que c'est la première fois qu'un tel modèle a été proposé d'accueillir une COP en partenariat avec une région. Donc, on croise les doigts, on attend voir ce qui se passe, mais encore une fois, merci pour le soutien de la région pour cette initiative. D'accord, très bien. Et quelles sont les actions phares au niveau national ou international portées par l'Australie sur le changement climatique? On a plusieurs actions et il faut bien sûr faire les deux. Pour commencer peut-être avec ce qu'on a fait à notre niveau national, on a comme objectif un but d'atteindre de la neutralité carbone par 2050. Ça veut dire qu'il faut qu'on réduise nos émissions par 43% par 2030. Et pour y arriver, on a mis en loi ces objectifs. Et je suis ravie à vous dire qu'on a déjà fait pas mal de bons progrès. En fait, nos émissions étaient à leur max en 2006. Et on a vu une réduction de 30% depuis. Je suis fière parce que l'Australie est en fait le 3e pays au monde d'avoir réduit ses émissions le plus depuis ce temps-là, depuis 2006. Et comment est-ce qu'on le fait?
J'ai déjà parlé du fait qu'on a mis en loi ces objectifs et on va transitionner vers l'énergie verte. Pour atteindre de la neutralité carbone, il faut réduire l'utilisation de gaz et de charbon dans notre plan d'électricité. Et notre objectif, c'est de passer de 32% de l'énergie renouvelable dans notre plan d'électricité en 2022, quand cette stratégie a été établie. Et on a comme but de passer à 82% de l'énergie renouvelable en 2030. Donc, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut quand même utiliser un peu de gaz en tant que transition. Mais on a aussi investi 22 milliards de dollars australiens dans ce qu'on appelle un Future Made in Australia programme. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme de subvention et de défiscalisation, justement pour encourager le développement de projets de l'énergie renouvelable, y compris dans l'hydrogène. Et encore une fois, je suis ravie de vous montrer les preuves. Depuis cette stratégie a été annoncée, l'Australie a validé 4 fois plus des projets de l'énergie renouvelable que des projets de gaz depuis 2022. Le Future Made in Australia programme va aussi réduire par 30% le coût de la production d'un batterie domestique pour qu'on puisse encourager tous les foyers d'appuyer sur l'énergie photovoltaïque. On va imposer aux émetteurs principaux, notamment dans le secteur minier, de réduire leurs émissions par 5% par an. Et on va investir dans la production de minerais critiques, également avec nos partenaires comme la France et la Calédonie, pour créer des chaînes d'approvisionnement pour des batteries pour les véhicules électriques. Finalement, on va mieux développer notre réseau électrique. Tout ça va booster notre économie. Je n'ai pas beaucoup de temps de plus, mais je vais rapidement parler de la plan international. Voilà, c'est l'aide au développement. On est le plus grand bailleur dans la région. 80% de tous nos grands projets d'avoir un objectif changement climatique. On a dépensé 3 milliards de dollars pour les projets mondiaux pour lutter contre le changement climatique, y compris avec la France et la Calédonie à travers la CPS et le Kiwa. Et je veux remercier chaleureusement la France de nous avoir joints. Récemment, ça a été annoncé au sommet du Pacifique que la France va nous joindre en contribuer au Pacific Resilience Facility. Ça, c'est ce qui a été demandé par notre région. C'est une boîte importante et merci beaucoup.